Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Des images de supposés missiles qui seraient lancés en ce moment ont été rapportées. Eh bien, un missile iranien se dirige vers une base aérienne des États-Unis au Koweït. Selon ce que rapportent ces images, il s'agirait d'un missile balistique lancé depuis l'Iran même. Mais comme tout dans un conflit, ce sont des informations que l'on va qualifier de supposées, n'est-ce pas? Non, cela serait en train de se passer, mais il faudra attendre plus de détails. Mais depuis hier, des attaques contre le Koweït sont signalées. Cela s'était confirmé par le Koweït lui-même depuis hier. Maintenant, on observe aussi ces images. Les FDI seraient en train d'attaquer des infrastructures à tir. Il s'agirait d'infrastructures supposément du Hezbollah, dans l'une des plus anciennes villes du Liban. Ils assurent que ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 3000 ans d'histoire. Cette ville est en ce moment même sous les bombardements. On signale également ce navire, dont on sait qu'il se trouve près de la Turquie. D'ailleurs, des drones navals ont attaqué 3 pétroliers de la flotte Fantôme liée à la Russie. L'attaque a eu lieu à environ 3 km des côtes turques. D'après ce que l'on sait, dans cette partie, disons dans la partie inférieure du navire, cette zone aurait été endommagée. Cela serait dû à des drones apparemment ukrainiens. Cela attire également l'attention. Celle donnée par les FDI, dans laquelle les FDI montrent comment ont tenté de saboter un barrage, le plus grand barrage du Liban, qui s'appelle le lac Karaoun, situé près du fleuve Litani. Selon les rapports, le Hezbollah était sur le point de saboter le barrage et ils auraient été attaqués par les FDI. Selon les rapports, ils montrent aussi cette image que l'on voit seulement pendant quelques secondes. Regardons. À ce moment-là, ces individus, un groupe de personnes, comme nous l'avons vu il y a un instant, un groupe de personnes d'eux. On ne sait pas exactement de quel groupe il s'agit, mais ils seraient armés et tireraient donc sur les Bassidji, sur les forces, disons, de renseignement intérieur et, disons, de sécurité. Qu'ils ont là-bas en Iran, qui est en réalité une sorte de groupe de répression appelé Bassidj. Et maintenant, eh bien, une population inconnue, armée, est en train de les poursuivre. Donc faites aussi attention à ce sujet, parce que les gens eux-mêmes apparemment prennent le contrôle, ou essaient de prendre le contrôle de l'Iran. Un sujet qui attire beaucoup l'attention aujourd'hui. On voit aussi, eh bien, cette image très curieuse où la Russie et l'Afghanistan seraient en train de signer un accord de coopération militaire et technique. C'est bien aussi. C'est incroyable le mouvement que fait la Russie dans ce sens avec les talibans eux-mêmes. La Russie a déjà connu des situations d'extrémisme, disons, d'extrémisme et de djihadisme et tout cela. Et maintenant, elle commence même à avoir des relations, y compris militaires, avec ce type de régime. La vérité, c'est que c'est un sujet terrible, mais on voit aussi cela comme une sorte de désespoir face au manque d'alliance de la part de la Russie. Un autre sujet qui attire l'attention, et que nous avons vu il y a quelques instants dans un petit extrait que je vous ai montré en avant-première. C'est l'image qui attire l'attention aujourd'hui, où plusieurs images satellites sont publiées affirmant que la reconstruction de l'Iran est déjà dans sa phase finale. Autrement dit, la reconstruction des rampes de lancement de missiles serait déjà dans sa phase finale et prête, eh bien, pour une nouvelle phase du conflit. Ce message du Premier ministre attire également l'attention. De Suède, dans lequel il dit ce qui suit, écoutons un extrait de ce qu'il commente. À réagir. Je pense qu'il est assez évident que la Russie, nous le savons assez bien. Bon, là c'est doublé, mais le Russe dit « Nous savons très bien ce que la Russie pense des pays qui aident l'Ukraine. Tous les pays de la région sont bien préparés à divers scénarios et menaces hybrides, donc cela ne change rien. » Le chef du gouvernement suédois a ainsi répondu quand on lui a demandé s'il redoutait une réaction russe aux livraisons d'avions de combat à l'Ukraine. C'est bien, car c'est ainsi que l'on traite les lignes rouges, n'est-ce pas? D'une manière claire et concise, eh bien oui, bien sûr il y a des risques, mais nous sommes préparés à cela. Pas fondamentalement. On remarque aussi dans les images d'aujourd'hui. Ce moment où, là-bas en Argentine, on assistait à une tentative de record pour un super sandwich, un emparedado, un sandwich, une chose énorme comme ça. Mais soudain les gens ont eu faim et l'idée est venue à l'un, puis à un autre aussi.
et avant même que la mesure du sandwich de 750 mètres ne soit faite. 750 mètres, quelqu'un a rompu l'ordre, disons, et tout le monde a commencé à se précipiter vers le périmètre et à attraper des morceaux du sandwich. Le record n'a évidemment pas été battu. Un événement gastronomique en Argentine qui cherchait à établir le nouveau record mondial du plus grand sandwich du monde est tout simplement annulé. Et voilà, la situation est évidemment devenue virale et beaucoup de mèmes surgissent à propos de cette situation. Un énorme salut à toute la communauté argentine qui nous regarde en ce moment. Voilà pour le sujet. Un énorme salut aussi à la communauté qui nous regarde en Californie. José Zaraté, comment vas-tu ? Perla, comment ça va ? Un grand bonjour à toute la communauté qui arrive. Gabriel Edilcia, Gaz Duro, Eric, comment vas-tu ? Bon, passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Regardez ça. Non. Quatre attaques ont été signalées. Cette fois-ci, l'Iran a tiré sur des navires dont au moins 4 auraient été visés. Ils auraient ouvert le feu, soi-disant des tirs d'avertissement, mais certains assurent que certains de ces navires auraient effectivement tiré pour toucher. Selon ce que dit la télévision d'État iranienne, l'IDF, les navires ont ignoré de multiples avertissements de sécurité avant de recevoir les tirs de la force iranienne. Une déployée dans la zone maritime de cette région du monde. Regardez, si on va rapidement au détroit d'Ormuz, n'est-ce pas ? Et nous allons dans cette zone, c'est censé être une tentative de passage par ce détroit par 4 navires. N'ayant ni la permission ni l'aval des Iraniens, eh bien, ils décident quoi de tirer, selon ce qui a été rapporté. Ce passage maritime n'est plus simplement une route de transit, disons juste de passage, mais c'est une route que les Iraniens veulent établir. Une zone, en fait, essentiellement de propriété où ils peuvent faire payer, inventer n'importe quel prétexte simplement pour empêcher le passage dans la zone. En même temps, les États-Unis mentionnaient qu'il y avait déjà une négociation, et qu'il n'y avait pas seulement une négociation, c'est ce que rapportait Axios en exclusivité, n'est-ce pas ? Il disait en citant des responsables américains du cercle proche de Trump. Un protocole d'accord de 60 jours a déjà été convenu par les équipes de négociation des États-Unis, de l'Iran, et les États-Unis attendent actuellement l'approbation. C'est-à-dire Donald Trump et le régime sont déjà en train de dialoguer, ils sont déjà d'accord, non ? Et il s'avère que oui, en effet, ils sont d'accord, entre guillemets, avec l'aile politique. Que s'est-il passé ensuite ? Quelques minutes plus tard, c'est déjà en place. Les Iraniens sont là. Ça leur plaît bien, n'est-ce pas, de faire semblant « Moi, je suis l'aile militaire, pas l'aile politique. Je ne suis pas d'accord. » Et ils le font tous les 15 jours, toutes les 2 ou 3 semaines. Ils font une sorte d'accord, ils négocient et disent « Non, mais tu as négocié avec la mauvaise personne. C'était avec moi. » Et ils recommencent pour le faire avec moi. Ils disent « Non, maintenant oui, vous pouvez négocier. » Puis ils renégocient. Et ils disent « Mince, compadre, ce que je t'ai dit, ce n'était pas avec moi, c'était avec l'autre. » Et ils les baladent comme ça sans arrêt. Mais comme des informations commençaient déjà à circuler du côté de Donald Trump, non seulement de la part de ses responsables, mais aussi sur l'annonce officielle du prétendu mémorandum, soit en gros une pause du conflit pendant 60 jours, immédiatement après, les Iraniens sortent pour dire que l'Iran rejette le rapport d'Axios qui affirmait qu'un accord avait été conclu entre les États-Unis et l'Iran. Selon les sources négociatrices, l'Iran a qualifié le rapport de fausse nouvelle et a déclaré qu'il ne signerait aucun accord qui ne soit pas aligné sur ses intérêts. Donc il y a un autre sujet. Il est également rapporté que Mojtaba Amineh n'a pas approuvé les termes de l'accord, ou bien que tout cela est annulé. Vous allez voir et vous allez entendre. On pense qu'ils sont déjà parvenus à un accord. Or, non seulement ce n'est pas le cas, mais c'est encore loin d'arriver pour l'instant. Soyez attentifs à ce sujet, car il serait étrange qu'ils trouvent un accord alors qu'ils se tirent dessus chaque jour. C'est-à-dire, il y a eu des attaques hier, avant-hier aussi. Aujourd'hui encore, il y aura des attaques contre ces navires. C'est-à-dire, nous voyons que cela semble s'intensifier, mais en même temps, le dialogue est censé avoir lieu. Et maintenant, les Iraniens disent que non, qu'il n'y a même pas d'accord, et que Mojtaba n'est même pas d'accord avec la proposition. À l'aise avec les tentatives d'accord, mais la proposition ne lui a pas plu.
Regardez cette information. Regardez, il y a de plus en plus de déclassifications sur ce qui se passe, avec des documents qui sont restés cachés pendant des décennies, qui étaient stockés et qui, même si les documents existaient, on disait qu'il n'y avait pas de phénomène étrange, qu'il ne se passait absolument rien, qu'il n'y avait rien à cacher. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des informations. Et maintenant, un chercheur nommé le docteur Alf Puthoff aurait continué à rapporter plusieurs détails très intéressants sur des restes biologiques non humains d'entités, disons humanoïdes, mais non humaines. Et que dit ce docteur ? Il a participé à un projet qui aurait été financé par l'agence de renseignement de la CIA. Il affirme publiquement que les États-Unis posséderaient des restes biologiques, qu'il a pu confirmer l'existence d'au moins 4 types différents d'êtres. Selon la déclaration qui ne provient pas de milieux obscurs ou peu connus, mais d'un personnage très connu et ayant été lié à la CIA, ce docteur Puthoff dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises ici, et qui maintenant, soudainement, dans cette ère de l'information, dans cette ère de révélation de certains mystères, disons, de déclassification, pour ainsi dire. Selon ce qu'il affirme et confirme, ces espèces seraient considérées comme des restes qui, ne sont pas nécessairement ici, dit-il, mais qui pourraient prendre l'être. Il dit que les soi-disant gris sont les plus connus dans la culture des objets volants non identifiés. Et cet enquêteur insiste sur le fait qu'il a pu être témoin de cette situation. De plus, l'enquêteur Eric Davis, collaborateur de ce docteur, affirme également qu'auparavant, certains de ces corps auraient déjà été récupérés lors d'incidents auxquels les mêmes agences de recherche et les agences de renseignement ont prêté attention. Ce sont elles qui étaient chargées de documenter et de certifier tous ces cas uniquement en interne, et cela n'a jamais été rendu public. Il y a aussi David Roche, l'ancien officier du renseignement militaire. D'ailleurs, des États-Unis, David Roche a déclaré sous serment devant le Congrès américain que le gouvernement possédait du matériel biologique non humain, mais il a également reconnu qu'au moins lui, il n'a pas eu l'occasion de le voir directement. Il occupait un poste dans le renseignement et recevait les rapports, il les voyait et les lisait, c'est tout, mais il ne pouvait pas aller vérifier chaque chose, n'est-ce pas ? Il explique que son attention a été captée en découvrant ces documents sur des restes biologiques non humains. Donc s'il ne s'agissait que d'un seul cas, d'un personnage inconnu, mais d'un personnage, disons, de très bas niveau, peut-être au sein des cercles du renseignement, cela ne signifierait rien. Mais David Roche occupait un bon poste, tout comme Louis Lison, et même le docteur Puthoff, n'est-ce pas ? Ce sont des personnalités, disons d'un certain niveau d'importance et de connaissance de ces sujets. Donc attention, cela ne veut pas dire que nous devons croire absolument tout ce que disent ces personnages, mais au moins, ce sont des témoignages qui nous montrent qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, qu'on nous cache depuis longtemps. Donc si les propos de ces personnages sont réels, il faut évidemment enquêter. Et aussi le fait que l'on sache ce qu'ils avancent. Il va commencer à y avoir plus de personnes qui vont lever la main, parce que pour mener à bien ce type d'enquête, beaucoup de gens ont dû y participer, et je ne douterai pas une seconde que plus d'informations soient divulguées. Il n'y aura plus seulement les informations officielles, mais disons que d'anciens agents non divulgateurs vont se multiplier, vous verrez, il va y avoir énormément de fuites brunes sur ce sujet. Soyez attentifs à cette affaire et à l'évolution de ce sujet. Dans d'autres affaires également importantes, un avertissement est lancé pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire dès maintenant, à partir de cette année 2026 et pour les années à venir, ce serait l'une des prévisions les plus dures jamais faites dans le domaine météorologique. Le Bureau de météorologie du Royaume-Uni a publié une sorte de méta-analyse, un avertissement qui suscite l'alarme au niveau mondial. Pourquoi mondialement ? Parce que cela nous concerne tous. D'après les relevés historiques, l'année 2026 sera record en raison du super El Niño et ils estiment aussi, et cela sur la base des tendances observées
sur ce qui s'est passé ces dernières années, sur le consensus scientifique en météorologie à l'échelle mondiale, ils arrivent à la conclusion que les 5 prochaines années, c'est-à-dire 2026, 27, 28, 29 et 30, seront chacune des années records en termes de température historique. N'est-ce pas ? Le rapport indique qu'il y a 86% de chances que des records soient battus à partir de 2026 et dans les années qui suivent. Les températures mondiales pourraient donc se situer entre 1,3 et 1,9 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, se rapprochant ainsi des scénarios considérés comme des points de non-retour. Londres, par exemple, la capitale britannique, est connue pour son climat tempéré, pluvieux, voire même froid et frais. Mais maintenant, les températures peuvent atteindre, voire approcher les 40 degrés, mais déjà 35 degrés pour eux, c'est beaucoup. Les chercheurs ont détecté une accumulation anormale d'eau chaude dans le Pacifique, un signe non pas d'un Niño, mais d'un super Niño. Le météorologue Leon Amerson a averti que ce phénomène pourrait s'établir entre ces dates, en ce moment du début de l'été jusqu'au début de l'automne. À ce stade, bien qu'ils préviennent, et nous l'avons déjà mentionné ici même, il n'y a pas d'autres agences, disons, de météorologie. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils pensent que le phénomène va commencer dans les prochaines semaines. Ils ne le considèrent donc pas comme acquis, car le phénomène est pratiquement là. Les températures de la mer dépasseront la moyenne de plus de 3 degrés, ce qui est considérable. L'Arctique, par exemple, sera l'une des zones les plus touchées, où l'on prévoit que les hivers y seront 2,8 degrés plus chauds, accélérant la fonte des glaces et provoquant des perturbations. Quoi donc ? Eh bien, cela perturbe les courants marins et modifie les courants marins, ce qui provoque un effet qui impacte, disons, le climat pendant plusieurs années. Que se passe-t-il avec la fonte des glaces ? Il s'agit d'une fonte d'eau douce, et cette eau douce arrive dans la mer, ce qui rompt les équilibres des minéraux présents dans la mer, et alors les courants commencent à fonctionner différemment, ils ralentissent. Donc l'AMOC, oui, qui est un courant clé pour le monde dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, n'est-ce pas ? C'est un courant dans l'Atlantique, d'eau chaude qui monte et d'eau froide qui descend, non ? Alors, dans ces changements de température, il y a des équilibres qui permettent la vie dans de nombreuses régions du nord de l'Amérique. Mais cela la rend également possible ailleurs. Et en Europe aussi, d'ailleurs, cela permet également l'équilibre, pour qu'il n'y ait pas un excès de chaleur vers la partie centrale de l'Atlantique. Parce que sans ce courant froid qui vient du nord, eh bien le potentiel de plus grands ouragans et de phénomènes extrêmes serait bien plus élevé. Eh bien, c'est ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas ? Ce dégel qui va s'accélérer de cette année aux 5 prochaines années, c'est-à-dire qu'il va s'accélérer d'année en année. Non, ce n'est pas que cela va arriver dans 5 ans, non, mais cela se vit déjà en ce moment. Même dépasser temporairement la limite de 1,5 ne signifie pas automatiquement enfreindre l'accord de Paris. Les scientifiques avertissent que la marge de sécurité mondiale s'est rapidement réduite pour cette année. Le rapport a été bien élaboré, simplement parce que, comme je vous le disais, il s'agit d'une méta-analyse. Ce n'est pas l'analyse d'un seul météorologue, mais bien une méta-analyse. Regardez qui y participe. Le rapport a été élaboré par 13 instituts scientifiques internationaux et représente l'un des avertissements climatiques les plus forts émis jusqu'à présent. Parmi les participants, celui qui a rassemblé toutes les informations est le Met Office du Royaume-Uni ainsi que l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale faisant partie de l'ONU. Et qui participe ? Là, tous les météorologues les plus importants de chaque pays, les universités, etc., envoient les informations et ensuite ils tirent leurs résultats à partir de toutes ces données, n'est-ce pas ? Donc ce n'est pas rien. Prenons ce sujet en compte, surtout parce qu'il faut planifier, n'est-ce pas ? Il faut anticiper. Il faut être attentif à comment les choses évoluent et commencer à comprendre ce genre de situation. Oui. Pour revenir à la géopolitique, les États-Unis accusent de l'Iran d'avoir rompu le cessez-le-feu en lançant un missile contre le Koweït, mais ils ont également détecté 5 drones en direction du détroit d'Ormuz. Les autorités militaires ont communiqué qu'elles ont pu confirmer ce qui leur avait été montré au début comme une sorte de missile qui a été lancé. Voilà.
Les autorités militaires américaines ont communiqué que ce missile balistique a été intercepté par les forces du Koweït et que 5 drones dirigés vers les zones maritimes ont également été interceptés par les troupes américaines et leurs propres alliés. Le commandement central, le célèbre CENTCOM, a également donné son rapport. Le CENTCOM a accusé. C'est le commandement central des États-Unis par lequel le Pentagone opère au Moyen-Orient, disons, au Moyen-Orient. Il a accusé l'Iran de rompre le cessez-le-feu et de lancer un missile balistique contre le Koweït, d'envoyer 5 drones d'attaque vers le détroit d'Ormuz. Ça aussi. Eh bien, c'est énorme, non ? Les forces koweïtiennes ont réussi à intercepter avec succès ce missile dirigé vers leur territoire. L'offensive est déjà qualifiée de violation flagrante du cessez-le-feu et tout indique une rupture. Voilà pourquoi je dis que cette histoire de négociation est dure à croire, non ? Pendant ce temps, il y a aussi plus d'informations sur la situation actuelle au Liban et en Israël, n'est-ce pas ? Là-bas, on commence à voir des unités d'artillerie militaire israéliennes qui se trouvent au Liban après avoir traversé la frontière entre Israël et le Liban. Et donc, d'après ce qui est rapporté, ils ont annoncé tard hier le début de ce qu'ils appellent une nouvelle offensive. Nous avons pu vous en parler un peu dans la soirée, mais ils assurent que les attaques contre le Liban se déroulent de manière très intense. Il y a quelques heures, nous vous avons montré ces explosions qui se produisaient dans la ville de Tyr, et la situation était vraiment très grave parce que c'est une ville, au final, remplie de civils, n'est-ce pas, et pleine d'histoire, n'est-ce pas ? Donc à cause d'un groupe radical et de la position très dure d'Israël, on vit une situation terrible, n'est-ce pas ? Dans laquelle ils assurent qu'il y a d'autres moyens de mettre fin à ce groupe radical Hezbollah, et pas d'une manière aussi dure, aussi invasive, et, disons-le, aussi destructrice au final, n'est-ce pas ? Aussi, selon les rapports, ils ont émis aujourd'hui un nouvel ordre d'évacuation pour les résidents de certaines zones de Tyr, en annonçant devoir prendre des mesures fortes contre le Hezbollah. Selon le communiqué diffusé plus tard sur les réseaux sociaux, plus tôt, également mercredi, l'armée israélienne a déclaré toute la région sud du Liban comme zone de combat, jusqu'au fleuve. Le Litani, une bande qui couvre environ près de 20%, soit environ 18% du territoire libanais, est sous le feu ou attaqué par Israël, n'est-ce pas ? C'est aussi un sujet très difficile. Écoutez, en changeant de sujet, le Japon et les Philippines parviennent à créer une sorte d'OTAN à eux. Pour ainsi dire, ils vont élargir leur coopération en matière de sécurité, y compris dans le domaine de la défense ou des défenses et des questions militaires. Ils assurent que cela est dû à la menace croissante de la Chine. Les autorités des 2 pays ont annoncé de nouvelles mesures visant à échanger des informations de renseignement, des informations classifiées. C'est Sana Takaichi, la première ministre. La japonaise est également présente, ainsi que le président philippin Ferdinand Marcos Jr., qui se sont serrés la main lors d'une réunion très importante. Aujourd'hui, le 28 mai 2026, nous assistons à ce moment historique où 2 pays d'Asie, un pays comme les Philippines, qui investit depuis des décennies énormément dans le domaine militaire et qui a également été très proche des États-Unis, tout comme le Japon. Donc, il était logique qu'un tel rapprochement ait lieu en parallèle. Le président philippin a également déclaré que des entreprises japonaises se sont engagées à investir 3,4 milliards de dollars aux Philippines lors d'une table ronde de haut niveau avec de grands conglomérats. La visite coïncide également avec le 70e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre ces pays. Puisque nous sommes en Asie, laissez-moi ajouter autre chose. Parce qu'on rapporte qu'à Taïwan, Lee Shin-tae, n'est-ce pas ? Le président taïwanais a donc lancé une série de commentaires très forts dans lesquels il affirme que si les armes sont abandonnées, il n'y aurait plus de Taïwan. Taïwan traverse à nouveau une phase très difficile, dans laquelle Donald Trump et Xi Jinping discutent et Taïwan est un peu relégué au second plan. C'est pourquoi la réaction de Taïwan a été de dire « Écoutez, nous allons nous armer et nous préparer pour éviter une invasion de la part de la Chine, n'est-ce pas ? Allons, passons à d'autres sujets également importants. »
Voyez, il y a un rapport présenté à l'ONU qui révèle comment Gaesa, ce conglomérat, en est responsable. Le rapport l'affirme clairement. Il est responsable de la faim à Cuba. Food Monitor Programme a dénoncé devant le rapporteur spécial des Nations Unies que la crise alimentaire de l'île est due au groupe de gestion d'entreprises SA Gaesa. L'Observatoire a présenté toutes les informations au rapporteur. Les détails sur la façon dont la crise alimentaire à Cuba s'est aggravée en exerçant un monopole sur les devises, les importations et les chaînes de distribution alimentaire sous le commandement des Forces armées révolutionnaires, la FARC. Le document adressé au rapporteur de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'appel. Ils assurent que, disons, la manœuvre qu'ils ont menée est un modèle de capitalisme administratif qui opère au Venezuela. Rapport Force révolutionnaire, Nations Unies révolutionnaire Cuba. Révolutionnaire Nation, la Nation. À travers cette direction, disons qu'elle a une sorte de monopole sur tout ce qui concerne l'alimentation, ainsi que sur les questions de finances publiques et tout ce genre de choses. Donc, il contrôle tout. 96% des Cubains ont perdu leur capacité d'achat alimentaire ces dernières années. Cela selon leur enquête nationale sur la sécurité alimentaire 2024. Le rapport affirme également que Gaesa serait, disons, dans l'impossibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse résoudre le problème rapidement, n'est-ce pas? C'est plutôt comme si la situation leur avait échappé des mains. Cuba importe 80% des aliments qu'elle consomme et cela rend aussi la situation extrêmement compliquée. Imagine 80%, n'est-ce pas? Surtout si tu n'es pas un pays qui génère de la richesse. Singapour. À Singapour, ils font venir la nourriture ou l'importance. Ils importent 95% de leur nourriture, mais la différence en cet État, c'est qu'ils produisent énormément. Ils produisent donc beaucoup et ils ont des alliances avec plus de 90 pays. Plus de 90 pays. Donc ils reçoivent tout de partout, n'est-ce pas? Que ce soit des haricots, du maïs, peu importe, n'est-ce pas? Ce que tu veux, tu ne vas pas le recevoir d'un seul pays, mais de plusieurs. Donc ça leur permet de diversifier les risques, mais il faut avoir de quoi payer, n'est-ce pas? Il faut avoir de quoi soutenir ce que tu fais, non? Singapour est un cas très particulier parce que c'est une ville, un pays, une ville, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de terre à cultiver, ni d'espace pour semer, donc ils doivent s'adapter autrement, non? Comment? D'abord en prospérant, n'est-ce pas? Ça aussi, eh bien c'est important, non? Passons à d'autres sujets intéressants de ce qui se passe dans le monde. Remarquez que 3 pétroliers et des navires gaziers quittent Tormouze avec leurs transpondeurs éteints. Qu'est-ce que cela signifie? Alors voyons, d'abord cela veut dire qu'il y a des mouvements. Regardons, allons à la carte. Il y a des mouvements dans cette zone où... Eh bien, il n'essaie pas seulement, disons ceci. Eh bien, ce n'est pas seulement pour ne pas être découvert, pour ainsi dire, non, mais aussi parce qu'il commence déjà à passer ou à essayer de passer par ici des navires qui se dirigent vers l'Inde. Et vers la Chine, 2 superpétroliers et un navire de gaz naturel liquéfié GNL sont sortis du détroit d'Ormuz et, eh bien, on sait qu'ils éteignent les transpondeurs, ils se dirigent vers l'Inde ou vers la Chine. Selon les données du transport maritime de Kepler, ce qui, bien sûr, je veux dire, n'est pas non plus surprenant. Ce sont des mouvements qui étaient attendus, mais au final, c'est quand même beaucoup de pétrole qui sort. Enfin, disons, et cela a fait que les prix restent un peu à la baisse. Même s'ils ont explosé et qu'ils ont fait des choses comme ça, tant que les pétroliers ou les superpétroliers continuent de sortir, même de façon sporadique, au final, que se passe-t-il lorsque la Chine ou l'Inde achètent du pétrole directement à ces navires ? Finalement, ils n'ont plus besoin d'aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Ils n'ont pas à chercher ailleurs, ce qui réduit la pression sur le prix, non? Donc, eh bien, ça aussi, c'est important. Passons à d'autres sujets intéressants. Regardez aussi ce qui se passe avec ce BC, voyez. Le secrétaire au Trésor des États-Unis a lancé un message fort. Regardez ça. BC envisagerait de sanctionner ou d'aller encore plus loin avec les compagnies aériennes iraniennes.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, déclare que les États-Unis suspendront l'accès des compagnies aériennes iraniennes aux lieux d'atterrissage et de ravitaillement, sans préciser comment appliquer cette mesure à l'échelle mondiale. En somme, il souhaite que les compagnies aériennes iraniennes ne fonctionnent presque nulle part dans le monde, n'est-ce pas ? On ignore comment ils exerceront cette pression, mais il a annoncé aujourd'hui la suspension de l'accès des compagnies aériennes iraniennes aux sites d'atterrissage et de ravitaillement. Scott Bessent affirme que Washington va fermer l'accès à 2 compagnies aériennes iraniennes, qui sont celles qui sont les plus mondialisées, afin qu'on ne puisse ni leur vendre du carburant, ni leur permettre de vendre des billets d'avion à travers les systèmes mondiaux, n'est-ce pas ? En gros, un autre sujet qui attire aussi l'attention, concernant l'Iran. Les États-Unis, affirme-t-il, seraient sur le point de faire une proposition différente, soi-disant sur la question du détroit d'Ormuz. Cette histoire, on l'a déjà vue et racontée tant de fois que ce n'est plus crédible, non ? Je veux dire, tout le temps, ils disent qu'ils vont négocier, qu'ils ont déjà le cadre, qu'ils ont le mémorandum, ou peu importe comment ils veulent l'appeler, non ? Eh bien, la réalité. Ce sont les mêmes points d'un côté, les mêmes points de l'autre. Il n'y a pas de possibilité d'accord, non ? Je veux dire, il n'y a pas moyen. Pas pour l'instant. J'insiste, ce sera plutôt une question de guerre ou de pression. Pas de pression entre eux, n'est-ce pas ? Mais si d'un côté, ils ne se mettent pas d'accord, et de l'autre non plus. Et les deux sont enfermés dans un problème où ils ne peuvent même pas naviguer librement. Eh bien, tôt ou tard, quelqu'un va se lasser, tôt ou tard, quelqu'un va commettre une erreur, et par erreur. Je veux dire qu'ils attaquent trop une zone et que les choses commencent à prendre de l'ampleur. N'est-ce pas ? D'un autre côté, laissez-moi vous parler de ce qui se passe dans d'autres domaines, sur d'autres sujets également importants. Regardez ça. Remarquez que la Russie affirmerait que l'envoi des forces américaines en Pologne signifie une escalade qualitative, selon elle, le déploiement de forces militaires américaines supplémentaires en Pologne, ce qui était très étrange qu'il n'ait pas réagi. Cela oblige Moscou à prendre des mesures de représailles, a déclaré aujourd'hui la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Marina Zakharova, la porte-parole du Kremlin, car elle dit qu'ils vont prendre des représailles. C'est-à-dire, oui, cela attire vraiment mon attention, non ? Elle l'a même publié sur son propre compte Twitter, Zakharova, n'est-ce pas ? Et voilà. Eh bien, face à cela, il y a aussi des réactions de la ministre des Affaires étrangères d'ici, enfin, d'ici non, de là-bas, d'Europe, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, cette Kallas affirme que la Russie dit vouloir que nous débattions de qui parlera avec eux et qu'ils choisissent déjà qui est approprié pour cela. Ne tombons pas dans ce piège. Les négociations sont toujours un effort d'équipe, avec une stratégie définie. Voilà pourquoi le contenu discuté aujourd'hui à Chypre est encore plus important. Mes déclarations à la presse avant la réunion d'aujourd'hui avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, et voici les déclarations. Nous allons écouter ici et ici les déclarations. La situation au Moyen-Orient et comment cela nous impacte et comment nous pouvons coopérer ensemble sur ces questions. Ensuite, nous discuterons également de nos intérêts fondamentaux concernant la Russie dans les négociations de paix. Il ne se passe pas grand-chose en ce moment et nous voyons aussi sur le champ de bataille que la Russie est en position de faiblesse là-bas. C'est donc l'endroit idéal pour échanger avec la ministre des Affaires étrangères. La chef des Affaires étrangères de l'Union européenne affirme qu'il faut exercer des pressions et qu'ils cherchent un dialogue, qu'ils essaient de se rencontrer, de se voir en face, tant l'Ukraine que la Russie. Et que, eh bien, c'est nécessaire, non ? Qu'à un moment donné, un dialogue ait lieu. Bada l'a dit dans une série de commentaires qu'elle a fait, même à propos du Moyen-Orient. Non, où elle a été très active, Kaja Kallas, non ? En ce sens, c'est une personne dont on savait qu'elle allait intervenir. Eh bien, elle allait bien représenter, disons, les relations extérieures, surtout en pensant qu'elle était déjà très en vue. C'est-à-dire, avant tout cela, elle était très en vue dans tout ce qu'elle faisait. Eh bien, tout ce qu'elle voyait de mal, disons, n'est-ce pas, surtout en ce qui concerne les questions internationales. Aujourd'hui, les États-Unis amorcent un tournant avec un pays du Moyen-Orient.
Regardez ce qui se passe maintenant. Les États-Unis seraient en train de menacer, de lancer, disons, un ultimatum, un avertissement, mais pas à l'Iran, mais à Oman. Regardez, rien qu'à un pays qui, il y a à peine quelques mois, était chargé, c'était le pays neutre avec lequel on pouvait dialoguer pour le problème de Gaza et aussi pour le problème de l'Iran. Lors de la première année de Trump, de son deuxième mandat, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'année dernière en juin. Vous vous souvenez que la réunion devait avoir lieu à Oman? Eh bien, les États-Unis avertissent qu'ils vont attaquer agressivement Oman s'ils facilitent la perception de péage dans le détroit d'Ormuz. Il y a un instant, je vous en parlais un peu, mais il n'y avait pas autant de détails sur la façon dont ce commentaire de la part des États-Unis a été fait. Mais regardez, si on observe le détroit d'Ormuz, il est pratiquement divisé en deux, avec cette partie qui appartient à Ouman et cette partie à l'Iran. Donc en passant par ici, la division du péage ou du paiement qu'ils veulent imposer va se faire entre les deux. Alors Ouman a commencé, au lieu de s'y opposer, à se dire « Eh bien, si un peu d'argent supplémentaire tombe, ce n'est pas si mal ». Donc dans ce sens-là, c'est une petite taxe environnementale et ils inventent des raisons comme la sécurité ou ce que tu veux, n'est-ce pas? Le gouvernement des États-Unis assure qu'il ne tolérera aucune tentative d'imposer un système de péage dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a dit Scott Bessey, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il dit que cela survient après que le président américain a menacé de faire exploser Ouman s'il acceptait de collaborer avec l'Iran. Voilà, c'était l'avertissement de Donald Trump, pas qu'ils vont exploser, mais qu'ils vont frapper s'ils commencent à négocier et à vouloir faire payer un péage aux navires. Eh bien, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, il y a aussi un autre rapport qui me semble clé pour comprendre vers où vont se diriger les conflits armés en ce moment dans le monde, n'est-ce pas, spécifiquement au Moyen-Orient. Si l'on regarde vers Israël, il y a actuellement un mouvement contre Gaza. Il avait été dit qu'il voulait contrôler 50% de Gaza afin de pouvoir exercer plus de pression sur Hamas. Mais cette fois-ci, cela change, cet accord change, car au final, c'était un accord auquel les États-Unis ont également participé. Mais ils l'ont jeté par-dessus bord, car maintenant, Netanyahou lui-même prend une décision sans consulter, évidemment, ses partenaires. Et maintenant, il dit qu'il va prendre non pas 50, mais 70% de la bande de Gaza. Autrement dit, ces accords sont rompus, et face à cela, il y a aussi une pression sur Trump dans ce sens. Le Premier ministre israélien a déclaré aujourd'hui, jeudi 22 mai, qu'il avait ordonné à l'armée du pays de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, défiant ainsi les termes d'un cessez-le-feu qui était déjà très fragile, n'est-ce pas? Eh bien, ce cessez-le-feu avec le Hamas est peut-être aussi sur le point de s'effondrer, de disparaître, n'est-ce pas? Ce cessez-le-feu non plus. Et où est-ce que c'est dit? C'est ce qu'ils disent sur la chaîne 12 d'Israël, non? C'est là que ce rapport est repris. Alors, que se passe-t-il? Où est-ce? Tu peux penser qu'apparemment les choses vont un peu moins mal, et soudainement ça devient compliqué à nouveau. Donc attention aussi à ce sujet-là, parce qu'il y a cette inquiétude que cela puisse à nouveau s'aggraver jusqu'à des niveaux de guerre très graves, n'est-ce pas? Passons à d'autres points également importants. Allons d'abord à quelques commentaires. Je lis les commentaires ici. Merci beaucoup. Allons-y. Comment ça va, Perla? Nous allons aussi aborder d'autres sujets importants. Je vous remercie si vous pouvez nous aider en partageant, en mettant un like, des likes. C'est vraiment très apprécié. Ici, Pantherita Ukraine dit quelque chose. Il dit que si toutes les armes s'épuisent, il faut en demander plus ailleurs, dit Ukraine. Oui, salutations. Comment vas-tu? Donc c'est compliqué et c'est pour ça que l'Ukraine commence à fabriquer ses propres armes, non? Incroyable, salutations. Bonjour, il dit voleur de terres et génocidaire. Il dit et on les applaudit, dit Verderi. Dis bonjour Verderi. Comment vas-tu? Aujourd'hui, dernièrement, il y a beaucoup de sujets, n'est-ce pas? Donc, 3, beaucoup de sujets. Non? C'est comme le sujet qui t'a le plus intéressé. Tu prends les salutations, n'est-ce pas?
Il dit « Leur but est de conquérir un maximum de territoires à Gaza, au Liban ou dans le Golfe, même s'ils n'ont de vouloir le grand Israël. Plus personne ne les croit, affirme Perla. Comment vas-tu, Perla ?»« Salutations, dit Gaz Gazdouro. Comment vas-tu, Gaz Gazdouro ? Salutations, bonjour. » Dit Sands. D'accord. Comment vas-tu, Francisco Arce ? Salut. Gazdouro ? Énorme salut à Blanca Barcelo. Comment vas-tu ? Très bien. Qui est-ce ? Qui passe ici ? Laisse-moi fermer. On parle dans la réalité. En fait, des groupes ou des Iraniens internes ou introduits. Non. Oui, je crois que c'est le cas. Enfin, évidemment, ils sont aussi potentiellement soutenus ou... Ceux-ci, ils peuvent être kurdes, ils peuvent être des groupes d'opposition. Et ce n'est pas comme si du jour au lendemain tu sortais, tu m'apportais des armes et tu te mettais à tirer comme ça. C'est-à-dire, tu dois avoir un entraînement et un certain niveau de sang-froid pour faire ces choses-là. Donc je pense que ça doit être des gens, ou si ce sont des gens de l'intérieur, eh bien avec des conseils ou un soutien des États-Unis ou d'Israël, ou des deux, ça peut être des Kurdes. N'oublions pas le problème qu'ils ont avec les Kurdes. Oui, et peut-être aussi, eh bien ça peut être des gens de l'intérieur, non ? On ne peut pas non plus l'écarter à cause de ce qui se passe en interne. C'est vraiment dur. Surtout, j'imagine qu'il doit y avoir un fort mécontentement parmi tous les parents et toutes les personnes qui ont perdu des proches à cause des attaques menées contre la population. N'est-ce pas ? Ce n'est pas la première fois que l'on voit comment on poursuit ou attaque les Bassidjis eux-mêmes. Ce sont donc une force de sécurité, de répression, n'est-ce pas ? En fait, en ce moment, ils ne sont dans aucune de leurs installations, ils ne sont pas là, non, ils ne peuvent pas être là, donc on raconte qu'ils vivent dans la clandestinité. Avant, les Bassidjis n'avaient pas de bâtiment, non ? Eh bien, pour commencer, ils ont été bombardés, mais alors, ils vont vivre où ? Eh bien, dans des maisons et des trucs comme ça, des endroits secrets, et quand ils les découvrent, eh bien, la population leur met la pression. La population et sûrement les services de renseignement et des choses comme ça venant d'autres pays. Non, je n'en doute pas. AM. Mais bon point, Blanca. Salutations à Amanda, comment vas-tu ? Salut Adilson, comment vas-tu ? Énorme salutations aussi, merci beaucoup. C'est Adriane Gilbert. Comment vas-tu, Antonio ? Ça va ? Bien, Yukadi. Salut. Pépé demande de quoi il s'agit, de quel sujet ? Celui-ci ? José dit « Dante, comment vas-tu ? Très bien. » Il dit « Salutations, salut Pépé » et celui-ci dit depuis « Tarragone, Espagne, avec tout le côté romain ici. Félicitations pour l'émission. Merci beaucoup. » Que signifie avec tout le côté romain ? Comment vas-tu ? C'était vrai ? Très grande salutation. Pépé dit « Qui pourrait arrêter Israël ? Il dit qu'ils sont très belliqueux, et tu vois même les gens qui apportent de l'aide humanitaire ont été agressés par eux. C'est énorme, qu'en dis-tu ? Alors, premier point, tu ne peux pas bloquer les journalistes qui veulent entrer à Gaza. On ne peut pas faire ça, parce que dès le départ, c'est déjà, je le dis. Dites-moi si ce n'est pas le cas, mais c'est très suspect, et puis tout à coup ils disent « Non, tu ne peux pas entrer ». C'est-à-dire, tu te demandes « Chut, pourquoi pas ?» Que cache-t-on là ? N'est-ce pas ? Il doit y en avoir. Il doit y avoir du journalisme, parce que sinon, soit la narration est bloquée, soit la narration devient aussi plus extrême, n'est-ce pas ? Parce que qu'est-ce que tu vas avoir ? Quelles informations vas-tu recevoir ? Eh bien, tu ne recevras des informations que de ceux qui participent dans les groupes radicaux de Gaza, n'est-ce pas ? Il faut admettre qu'il y a aussi des groupes radicaux là-bas, n'est-ce pas ? Définitivement. Alors non, c'est-à-dire, il faut laisser la presse circuler et laisser chacun en tirer des conclusions et que l'on analyse de façon critique ce qui se passe là-bas, n'est-ce pas ? Mais cette attitude d'autocrate qu'a Netanyahou, c'est un personnage qui de plus en plus... C'est-à-dire, je vois Erdogan et ce Netanyahou avancer de plus en plus vers une position de contrôle absolu dans leur pays, n'est-ce pas ? C'est ça qu'ils recherchent. Il n'y a plus vraiment d'opposition possible, du moins pour l'instant. Et quand il y en a une, elle finit toujours par s'effondrer. S'effondrer d'une manière ou d'une autre, non ? Donc ces personnages ont été très astucieux pour se maintenir au pouvoir à travers une crise, puis une autre, et même des guerres et tout ce qui s'ensuit, non ? C'est incroyable, non ? Et non, et pas parce que... Enfin, évidemment, c'est logique, n'est-ce pas ? Mais tout à coup, on s'en souvient, c'est-à-dire non, pas à cause des méfaits que commet dans ce cas un Netanyahou, non,
Tu ne critiques donc pas ce que fait le Hamas ou les groupes radicaux là-bas, car c'est aussi terrible, non? Ce sont évidemment des situations à toujours analyser, non? Salut. Comment vas-tu, Adrien Gilbert? Leonardo? Leonardo Pérez dit: pour moi, la stratégie qu'ils utilisent n'est pas efficace et elle doit être revue pour essayer d'affecter le moins possible la population civile. Il dit exactement, dès le départ. Ça non, on ne peut pas faire comme ça. C'est-à-dire non, on ne peut pas faire comme ça parce que alors on entre dans une logique de déshumanisation totale, n'est-ce pas? Dans laquelle peut-être? Eh bien, tu ne peux pas effacer toute cette société juste parce que tu vas attaquer ce groupe. Eh bien non, n'est-ce pas? Je pense que dans ce sens, une bonne partie du monde est d'accord pour dire que non, ça ne peut pas être comme ça, parce que dans ce cas, pour n'importe quel problème, ce serait, eh bien, raye la ville de la carte, raye-la de la carte. Ce pays, c'est-à-dire, c'est vraiment impressionnant, clairement. Allons donc à d'autres points, à d'autres sujets également importants, mais justement en parlant de cela, les attaques s'intensifient à l'intérieur du Liban, où les forces de défense israéliennes mèneraient en des frappes à Beyrouth. Regardez, cela faisait déjà quelques semaines qu'il n'y avait pas eu d'attaque importante à Beyrouth. On prévenait qu'il allait y avoir des frappes, et finalement il ne se passait rien au dernier moment. Les attaques ont principalement eu lieu dans la partie sud, c'est-à-dire, disons, près de la frontière avec Israël, n'est-ce pas? En gros, non, c'est là que les attaques ont eu lieu, principalement dans cette zone. Mais souvenez-vous, il y a des semaines et des mois, il y a aussi eu ici des attaques. Eh bien, d'après les rapports, les forces de défense israéliennes auraient annoncé avoir également mené aujourd'hui des frappes dans une banlieue de Beyrouth. 3 semaines s'étaient écoulées sans attaque dans la région et maintenant, elles ont repris. Des images et des vidéos de la banlieue de Chouaïfat auraient montré une épaisse colonne de fumée blanche s'échappant de différentes zones résidentielles. La zone se trouvait près de l'aéroport international de Beyrouth. Eh bien, une autre attaque a également eu lieu dans cette région. Eh bien, voilà où en est la situation sur ce sujet également. Bon, plus tard, nous analyserons d'autres rapports, d'autres situations, mais je voulais vous parler de cela. Il y a un sujet au Royaume-Uni qui attire mon attention, c'est un sujet dont on parlait beaucoup ici au Mexique à l'époque, c'était le sujet des ninis, n'est-ce pas? C'est le classique ni études ni travail, non? D'après ce qui est rapporté, le nombre de jeunes de 16 à 24 ans au Royaume-Uni qui n'étudient pas et ne travaillant pas non plus. Oui, il atteint déjà plus d'1 million de personnes. Le nombre de jeunes de 16 à 24 ans au Royaume-Uni qui n'étudient pas, ne travaillent pas et ne reçoivent pas de formation a atteint au premier trimestre 2026 1 012 000 personnes. 1 012 000 personnes. D'après ce que l'on sait, cela ne concerne que les jeunes de 16 à 24 ans. C'est bien ce calcul, non? Le chiffre des jeunes, ni en études, ni en emploi, ni en formation au Royaume-Uni, est l'un des plus élevés jamais enregistrés dans ce pays. C'est une augmentation d'une année à l'autre de 89 000 jeunes de plus qui se trouvent dans cette catégorie, n'est-ce pas? D'après ce qu'ils disent, ils étudient donc la manière d'essayer de les aider à devenir productifs, pour ainsi dire, n'est-ce pas? D'après ce qu'ils rapportent, l'ensemble. On estime que 13,5% de toutes les personnes âgées de 16 à 24 ans au Royaume-Uni n'étudient pas, ne travaillent pas et ne reçoivent aucune formation. Ce qui implique qu'il y a une augmentation du nombre de personnes dans un domaine qui, évidemment, représente un poids pour le pays. On estime que 14,4% des jeunes hommes se trouvaient dans cette catégorie, soit une augmentation de 1,2 points de pourcentage selon les rapports. Et regardez, ce n'est pas un problème unique, ce n'est pas seulement le cas du Mexique ou du Royaume-Uni. Il y a plusieurs pays qui se demandent ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Avec tous ces jeunes qui n'ont pas trouvé d'opportunité d'étudier, ou qui l'ont trouvé mais n'ont pas voulu en profiter, peu importe la raison, mais ils assurent qu'ils risquent d'avoir une génération perdue. L'annonce des données du Bureau des statistiques du Royaume-Uni coïncide avec le fait que la possibilité d'une génération perdue est maintenant plus probable que jamais. Une génération perdue parmi les jeunes de 16 à 24 ans qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas et qui, selon eux, est en augmentation, c'est-à-dire au Royaume-Uni. Mais combien de pays sont dans la même situation ? L'ancien ministre de la Santé du pays parle de cette situation et du marché du travail et des études avec les jeunes.
Le document avertit que le Royaume-Uni serait confronté à ce qu'ils appellent un fossé générationnel. Ils insistent sur le fait que cette génération pourrait ainsi se perdre. Ils assurent que près de 60% ne travaillent ni n'étudient. Ils sont économiquement inactifs. Non seulement ils sont sans emploi, mais ils ne le cherchent même pas. Autrement dit, la majorité, regardez, 60% ne cherchent même pas de travail. Ils affirment donc clairement que cela est évidemment alarmant, que 6 jeunes sur 10 qui n'étudient pas, qui ne travaillent pas, ne cherchent pas d'opportunités. On dit aussi qu'il y a un risque d'avoir une génération perdue. C'est ce que dit le ministre du Travail. Eh bien, je pense que c'est évidemment un sujet préoccupant, non ? Évidemment, c'est important et cela génère des problèmes de toutes sortes. Tu sais, le problème n'est pas seulement économique, cela peut aussi engendrer d'autres problèmes. Je veux dire, au final, si tu es désœuvré, comme on dit, tu n'as rien à faire, n'est-ce pas ? Eh bien, ça commence. C'est aussi à ce moment-là que, soudainement, de grandes idées surgissent, n'est-ce pas ? À l'Est, au moment où il n'y a rien, non ? Mais aussi, eh bien, les disputes et les problèmes, il ne dit pas « on ne peut pas se plaindre du manque de main-d'œuvre ». Il évoque la faible croissance, la hausse des coûts sociaux et la pression sur les services publics, tandis que le talent de presque 1 million de jeunes est gaspillé. Donc oui, non, il ne manque pas de main-d'œuvre. Ce qui manque, c'est autre chose. Alors comment trouver des opportunités pour ces personnes ? Comment les motiver, n'est-ce pas ? Pour qu'ils se mettent à travailler ou au moins à étudier ou quelque chose, n'est-ce pas ? Voilà comment sont les choses. Super, eh bien je continue ici à lire les commentaires. Ce rapport sur les jeunes m'a interpellé sur les ninis, n'est-ce pas ? Celui-ci car je me rappelle qu'ici on en parle beaucoup depuis des années, non ? Je me demande à combien on est au Mexique. Il faudrait vérifier, non ? Voyons ce que dit l'INEGI, non ? Sur ce sujet, il est dit qu'au Mexique, il y a beaucoup de ninis, et que c'est le gouvernement qui les entretient. Il est dit qu'ils s'impliquent dans la santé, ils s'impliquent. Dire que le gouvernement les entretient, c'est exagéré, non ? En fait, il ne le fait pas vraiment. Ce qu'il donne, c'est insignifiant, non ? C'est-à-dire, ce n'est absolument pas le cas, c'est très peu. Non, sincèrement très peu. Ça ne suffit pas pour les entretenir, mais on peut dire qu'ils reçoivent un certain soutien ou quelque chose comme ça, non ? Il y a des pays qui, eux, entretiennent vraiment. C'est-à-dire qu'ils te donnent assez pour manger, pour vivre, pour tout, non ? Non. Ici, ce sont des petites aides, vraiment très très limitées. Mais combien peuvent-ils y en avoir, n'est-ce pas ? Parce qu'après, beaucoup travaillent ici, dans le travail informel, n'est-ce pas ? Donc parfois, il peut sembler que... Enfin, il faudrait voir à quel point, quel est le chiffre réel, non ? De ce genre de gens, non ? Il dit ce salut, il s'incruste comme « Comment tu vas ?» non ? Celui-ci dit « Et si le Hezbollah existait, et s'il n'existait pas, qui empêcherait Israël de prendre tout le Liban ? Parce qu'ils sont considérés comme des terroristes, mais s'ils n'existaient pas, Israël prendrait tout, dit Perla. Bon, voilà la théorie de Perla, non ? C'est-à-dire, le problème c'est que le Hezbollah ne frappe pas seulement Israël, il frappe tous ceux qui ne sont pas comme eux, tu vois. Souviens-toi comment ils ont commencé. Ils sont entrés, disons, dans le gouvernement du Liban en tuant des gens, en kidnappant des gens du Liban. Leur première décision de pouvoir venait de là. Donc ce n'est pas qu'ils arrêtent Israël, c'est qu'en fait ce qu'ils veulent faire c'est s'étendre. C'est-à-dire là on parle de l'Iran qui cherche à s'étendre. Ce n'est même pas un groupe qui représente les intérêts du Liban. Il représente les intérêts de l'Iran, n'est-ce pas ? Qu'on n'oublie pas ce sujet parce que c'est ce que je vous dis. Parfois il y a des récits, pas les récits des gentils et des méchants, disons-le, non ? Non, ici il faut simplement être critique envers tout le monde et dans ce cas, eh bien, comme le Hezbollah est indéfendable. N'est-ce pas ? C'est un groupe radical qui a opéré, non seulement contre Israël, mais aussi d'ailleurs contre l'Argentine et contre de nombreux autres pays dans le monde, n'est-ce pas ? Et qui agit comme un groupe radical, pas comme une armée, n'est-ce pas ? Il s'entraîne comme une armée, mais il agit comme un groupe radical. Alors, eh bien c'est pour cela qu'on a des armées, tout simplement. Si on va t'envahir, c'est pour ça que tu as une armée, n'est-ce pas ? Je parle du cas du Liban, c'est-à-dire, si on les envahit, eh bien, il y a l'armée, n'est-ce pas ? Mais ces groupes attaquent les chrétiens, attaquent les musulmans qui ne sont pas chiites, et ils ne les aiment pas. C'est-à-dire, au centre du Liban, ils ne veulent pas des membres du Hezbollah. Au sud, au nord du Liban non plus, ils ne les veulent pas.
les mêmes musulmans les chassent de là. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils les considèrent comme des radicaux et parce qu'ils les considèrent, disons, comme appartenant à un autre groupe, c'est-à-dire les chiites, n'est-ce pas ? Il y a les sunnites au nord, les chrétiens au centre et les chiites dans la partie sud. Eh bien, et pourquoi sont-ils là ? Qui les a incités à être là ? Iran. Alors, oui, voilà le problème. Improsion dit « Tous ceux qui font la guerre sont indignes », dit Verdery. Santé, Verdery. VP dit « Ils font un parallèle dans un journal télévisé à propos d'une encyclique de Léon XIII et Léon XIV. Quand tu peux, renseigne-toi. Leonardo dit que c'est excellent. Salutations. Je veux dire, il y a l'aspect idiot de la guerre, non ? Mais non, on ne peut pas dire que tous ceux qui font la guerre sont pareils, parce que c'est comme si soudain quelqu'un essayait d'entrer chez toi et d'éliminer toi et ta famille. Non. Et tu te défends et ils vont dire que tu es pareil, que tu es exactement comme celui qui a essayé de te tuer. Eh bien non, parce que tu t'es défendu, mec. Je n'avais absolument pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, et je ne dis pas que c'est le cas d'Israël. Je ne dis pas ça, ce que je dis c'est que ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ce n'est pas la même chose dans beaucoup d'autres guerres, n'est-ce pas ? Si on va t'envahir, tu as le droit absolu de te défendre, n'est-ce pas ? Si on va t'attaquer, tu as le droit d'attaquer ou de te défendre. Maintenant, si tu vas trop loin, c'est autre chose, n'est-ce pas ? Un voleur essaie venu t'attaquer, n'est-ce pas ? Tu te défends contre le voleur, mais tu ne t'en prends pas ensuite à lui, sa famille ou ses voisins, comme le fait Israël, non ? C'est-à-dire, Israël ne se défend pas seulement contre ceux qui l'attaquent, mais il attaque aussi celui qui l'a attaqué, le voisin, l'autre et encore un autre. Et c'est là que c'est mal, n'est-ce pas ? Totalement mal. Je suis d'accord, c'est répréhensible et ne devrait pas arriver. Tu te défends de celui qui t'attaque, c'est là que s'arrête ta marge de manœuvre, parce que sinon tu deviens, comme le dit bien Verdery dans ce sens, tu peux devenir le criminel que tu es censé combattre, n'est-ce pas ? Donc c'est là que réside le problème, n'est-ce pas ? Et c'est exactement ce qui se passe là-bas, en Israël, n'est-ce pas ? Et c'est pour cela que beaucoup de gens en Israël ne veulent pas de Netanyahou, ils veulent qu'il parte. Je pense qu'en Amérique latine, il y a plus de gens qui le soutiennent qu'en Israël, non ? Ici, les récits sont parfois très curieux. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, il y a des limites, n'est-ce pas ? Dans toute défense, il y a des limites. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on enseigne aux policiers. On te dit, voilà, tes limites sont celles-ci. Tu peux, c'est-à-dire, tu vas défendre, disons, quelque chose qui est injuste, peu importe, mais ce sont tes limites, n'est-ce pas ? Ça, dans beaucoup de pays, ce n'est pas respecté, n'est-ce pas ? Ici, au Mexique, eh bien, ça dépend aussi de l'État, n'est-ce pas ? Mais enfin, ça dépend de quel État, parce qu'il y a des policiers très bien formés, il y a des villes où la formation est très bonne sur ce sujet, et il y en a d'autres où, franchement, mais ils ne sont généralement pas, contrairement à ce que je vois par exemple aux États-Unis, où ils sont excessivement violents, non. C'est-à-dire, tu vois, genre, attends, laisse-moi sortir mon document, tu ne me demandes pas de document, laisse-moi sortir mon document et paf, paf. Et comment je vais le sortir ? Je ne peux même pas sortir le document parce qu'ils sont déjà en train de tirer, non ? Il y a une surréaction de la part de la police américaine, c'est très critiquable et sans vouloir généraliser, mais franchement, il y a beaucoup de cas. Honnêtement, non. Sincèrement, donc tu dois vraiment faire très attention à la façon dont tu bouges, à ce que tu dis et à ce que tu ne dis pas, parce que c'est vraiment chaud dans ce sens-là. Il dit bonjour. C'est Panterita Eliseo. Bonjour, comment vas-tu, Patrie ? Salutations. Ils disent que l'Iran a massacré son propre peuple. Oui, eh bien c'est terrible. Moi je l'ai déjà dit ici de très nombreuses fois, non ? Et ils continuent de le faire. Donc c'est un énorme problème qui existe là-bas. Génial, c'est dingue. Super, eh bien écoutez, on continue à discuter, on en reparle plus tard, on poursuit avec d'autres infos, portez-vous bien, passez un excellent après-midi. On continue à discuter. À bientôt.